dire il faut faire autrement parce qu'il est possible de faire autrement. Yves Pacalet, juste une question. Est-ce que ce qu'on vient de décrire sur Terre avec nos insectes est vrai aussi, vous qui êtes en plus un homme de la mer, pour nos océans? Oui, alors, que les scientifiques aient réfléchi à la question, qu'ils exposent l'état actuel des choses, qu'ils disent attention, on est dans une période de grave danger, c'est une chose, mais on n'est pas du tout dans le schéma selon lequel les politiques auraient vraiment pris une décision. Je ne sais pas ce qu'il adviendra des décisions du président américain, mais pour l'instant, c'est tout le contraire. On continue à aller vers des pesticides de plus en plus puissants, on continue à aller vers les OGM qui posent des problèmes parce que les insectes étant résistants, etc. Et bon, on est dans ce phénomène-là. Et dans les mers, par exemple... Excusez-moi, les pesticides traversent, finissent toujours à un moment ou à un autre par aller surtout vers la mer, surtout dans nos pays côtiers. On a évoqué la question des crabes, enfin voilà. Alors, les produits qu'on met dans le sol pour l'agriculture intensive, que ce soit les engrais, les nitrates, les phosphates qui se retrouvent dans la mer avec les phénomènes d'algues vertes qui envahissent tout, ça vient de l'agriculture. Et de la même façon, je rappelle que les algues vertes en fait étouffent, sont directement responsables de la mort, alors des invertébrés d'abord, puisqu'ils sont à peu près de la même sensibilité aux pesticides que les insectes ou les araignées sur la terre ferme. Les invertébrés, c'est-à-dire les mollusques, et puis les crevettes ou les crustacés, qui sont des cousins très très proches des insectes. Et donc, s'il y a un pesticide qui s'attaque aux insectes, une fois qu'il est dans l'eau et qu'il va dans la mer, comme de toute façon il reste vivant, entre guillemets, ce pesticide pendant longtemps, il va s'attaquer à toute cette faune sous-marine, et on en voit déjà les conséquences. Et on voit déjà, quand on prend des animaux marins situés au sommet de la chaîne alimentaire, des requins, des dauphins, des thons, qui sont pollués, mais de façon grave, à la fois par les métaux lourds, par les PCB, par toutes sortes de produits chimiques qu'on met là-bas, mais aussi par les pesticides qui viennent de la terre ferme. Dernier reportage de cette émission. Nos vignerons ont toujours fait partie des agriculteurs les plus touchés, vous le savez, par les produits qu'ils répandent, insecticides, pesticides et les fameux canons anti-grêle qui utilisent de l'iodure d'argent. Le principe est d'ensemencer les nuages, selon la formule consacrée. Un produit toxique de plus pour préserver les récoltes de la grêle. Dans certaines bouteilles de vin, on découvre d'ores et déjà jusqu'à 9 types de molécules chimiques différentes par bouteille. Laurent Hirsch et Stéphane Lopez. C'est peut-être l'ennemi le plus redouté des viticulteurs. La grêle. Un fléau capable en quelques minutes de détruire des hectares de vignes. Alors, pour s'en prémunir ici à Chancey, en Indre-et-Loire, cet exploitant agricole a décidé de s'équiper. Nous avons une bouteille qui contient de l'air comprimé, qui va pousser l'air dans cette cuve ici, qui contient justement notre principe avec de l'iode et de l'argent. Il y a de l'acétone également qui permet de faire fonctionner le brûleur, qui sert de carburant. L'acétone brûle et l'iode et l'argent se diffusent dans l'atmosphère. Cette drôle de machine s'appelle un générateur à vortex. Son principe est le suivant. Propulser dans l'air des milliards d'infimes particules d'iodure d'argent 3 heures avant l'orage. De quoi obtenir des grêlons plus nombreux mais surtout plus petits. On estime que cette technique réduit de moitié les dégâts. Pour lutter contre les intempéries, il existe un autre dispositif plus spectaculaire. Feu ! Des fusées qui dispersent dans l'atmosphère toujours la même substance, de l'iodure d'argent. Un produit polluant qui vient s'ajouter à la longue liste des matières toxiques déjà utilisées par les viticulteurs. Dans ce laboratoire, près de Bordeaux, le vin est analysé. 9 fois sur 10, il comporte des pesticides. On a trouvé jusqu'à 9 molécules sur un vin. Donc, 9 molécules de pesticides? Oui, 9 pesticides. Donc là, c'était un cas extrême, ce qui peut démontrer en fait une utilisation non raisonnée des pesticides dans le vignoble. Et là, on peut se poser des questions sur la toxicité des vins. Alors, prises les unes indépendamment des autres, il n'y a aucun problème au niveau législatif. Mais par contre, quand on mélange toutes ces molécules ensemble et qu'on les ingère, là, on peut se poser des questions. Des craintes qui semblent confirmées par une étude américaine publiée en début de semaine.
Elle révèle que les femmes enceintes vivant près d'une ferme utilisant des pesticides ont un risque 66% plus élevé d'avoir un enfant autiste. Ces résultats corroborent ceux d'une étude française plus ancienne, datant de 2007, synthétisée par cette courbe. Là, on est avant la période de gestation, le risque est quasi nul évidemment, et quand on rentre dans les 100 premiers jours de gestation, le risque est très accru. L'autisme, une maladie en forte progression. Aux États-Unis, elle touche un enfant sur 68, quasiment 2 fois plus qu'il y a 15 ans. Les pesticides peuvent interférer avec ce jeu des hormones et donc déclencher sur une période plus ou moins longue des problèmes de santé. Voilà. Donc ils viennent troubler en fait le mécanisme naturel de nos hormones, de fabrication en gros du fœtus, et donc à terme développer des pathologies. Ça peut être des pathologies de comportement, donc comme l'autisme, ou certains types de cancers, aussi des leucémies. On sait que les mamans qui ont été exposées durant leur grossesse à des herbicides par exemple, ou des insecticides, peuvent avoir une chance accrue pour l'enfant de développer une leucémie. Des risques qui poussent vers plus de législation. Il y a 2 jours, les députés ont adopté à l'Assemblée nationale un amendement interdisant, sauf protection particulière, l'épandage de pesticides à proximité des crèches, des écoles, des aires de jeux pour enfants ou encore des maternités. Comme le faisaient remarquer nos confrères du Monde, en publiant cet article dont vous nous parliez, reste à comprendre comment des effets d'une telle ampleur ont pu demeurer si longtemps sous le radar des autorités sanitaires. Et on a un téléspectateur qui nous dit « Cancer et utilisation de pesticides sont-ils liés ?» Aujourd'hui, on a des études qui sont très claires là-dessus. Hein. On continue à pas vouloir le regarder. Qu'est-ce que le traité transatlantique actuellement en discussion consistera tout simplement, s'il est accepté dans les termes dont on entend vaguement parler, maintenant, à dire qu'on aura le droit de balancer encore plus de pesticides, encore plus d'hormones dans la viande animale, etc. Donc, ces phénomènes-là, ils étaient bel et bien dans le radar des scientifiques. Ça fait 40 ans qu'on entend parler des idioties avec le dur d'argent pour faire pleuvoir et des nouveaux produits qui sont encore plus puissants que les précédents, qui vont permettre d'avoir des rendements extraordinaires. Ça fait 40 ans qu'on dit qu'il y a des accoutumants, ça fait 40 ans qu'on dit que c'est dangereux pour la totalité, pour l'eau, pour l'air, pour tous les êtres vivants. Pour les agriculteurs eux-mêmes, hein. Ça n'a jamais affleuré dans la prise de décision. Le principe de précaution dont on parlait tout à l'heure, tout le monde s'en fout maintenant. Hein. On l'a mis sous des mètres cubes de chômage qui menacent, etc. Et on n'en parle plus. Le problème, c'est que ces phénomènes-là sont des phénomènes qui, en effet, sont extrêmement durables. Il y a des accumulations dans le sol, dans le corps, il y a dans la totalité des animaux et des plantes. Et au bout d'un moment, on paye la note. Est-ce qu'une fois pour toutes,